Donc, avant de vous présenter effectivement la table ronde, son intitulé, un petit peu la méthodo qu'on va vous proposer pour essayer que tout le monde puisse s'exprimer et puis qu'on essaie d'en tirer quelque chose. Et je suis pas sûr qu'on puisse avoir beaucoup d'échanges avec la salle en fonction du temps. On va voir. Ça dépendra un petit peu de l'autodiscipline des uns et des autres. Donc je vais commencer par me l'appliquer. Alors je voulais rappeler, moi, 2-3 petites choses, donner un petit peu d'actualité qui n'a pas été donnée, qui je pense peut être aussi élément contributif à ce colloque. La première chose, c'est rappeler une évidence, mais j'ai pas assisté à tous vos travaux, mais une partie. Et j'ai quand même été étonné d'entendre des choses, notamment sur la VAE, parce que vous l'avez dans le programme, je me suis pas représenté, mais sans ça on va y passer beaucoup de temps, mais je suis surtout, je pense qu'on m'a demandé d'animer aujourd'hui, c'est parce que j'ai été, il y a quelques années maintenant, le responsable de la VAE à l'Éducation nationale. Donc je connais certains éléments, et je suis dans la validation, effectivement, j'ai trempé dans la validation formelle, pour ce que j'ai entendu tout à l'heure. Voilà, donc je vais donner quelques éléments. Rappeler effectivement que la validation des acquis de l'expérience, c'est la loi de 2002, qu'il y a des attendus à la loi, et qu'en France, ce qu'on appelle VAE correspond effectivement, que ce soit bien ou mal, c'est pas mon propos, mais correspond à un dispositif législatif sur lequel se sont appliqués des décrets. Voilà. Et que depuis cette époque-là, j'ai entendu au cours de mes fonctions, et même après, qu'on parlait même en France de VAE et que ce n'était pas forcément la VAE au sens où le législateur l'avait prévu. Je vous rappelle que c'est l'accès à des certifications qui sont déclinées en 3 types. Les diplômes, donc principalement éducation nationale, agriculture, et puis les titres délivrés par le ministère de l'Emploi, et les certificats de qualification professionnelle. Et le tout s'appelle certification. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'on mélange certification, diplôme, suivant les textes, suivant le... Donc je tenais à rappeler de cet élément-là. Et rappeler, dernière chose, ce petit rappel, je dirais, c'est que la base est bien que on valide une expérience, on validait jusqu'à aujourd'hui, vous verrez pourquoi je dis ça, une expérience professionnelle bénévole aussi également, à partir de référentiels de ces certifications. Donc c'est bien cadré, même chose bien ou mal, mais c'est à partir de référentiels de ces certifications. C'est pas la validation de tous les acquis, des acquis de sa vie, des acquis de... On part d'un référentiel, une cible, donc on revient bien là sur des aspects d'orientation, sur des aspects de reconnaissance des acquis, et c'est en fonction de la cible qui a été déterminée qu'on va voir quels sont les acquis qui peuvent le plus correspondre et donner un maximum de chances pour obtenir cette certification. Voilà le petit point que je rappelle. Deuxième point sont des chiffres. Je vais vous en donner très peu, mais quand même, ça me paraît important. Je les ai pris hier dans le PLF, projet de loi de finances 2016, donc ça fait autorité dans notre pays. Entre 2009 et 2014, nombre de candidats recevables, vous avez une baisse de moins 14%, donc sur les certificateurs publics. Nombre de candidats présentés, moins 24%. 2013 à 2014, j'ai regardé le nombre de candidats présentés devant un jury, moins 8%. Nombre de validations complètes délivrées, moins 7%. Au global des certificateurs. L'objet n'est pas de rentrer dans un détail mais c'est pour donner un peu le contexte par rapport à des choses que j'ai pu entendre. C'est bien de parler d'évolution d'eux, mais je crois qu'on est encore, et ça je crois que c'est Patrick qu'on avait parlé, Patrick Verquin hier, une révolution, on peut la qualifier comme on veut, mais enfin 2002, c'est une sacrée révolution qui n'est pas encore digérée, et donner la totalité d'une certification quelle qu'elle soit, particulièrement les diplômes, c'est pas encore dans les mœurs et c'est pas près d'eux, et qu'on doit toujours, à mon sens, rappeler ce que c'est, avant de commencer à dire ça ne va pas jusqu'à, bien sûr qu'on ne sait jamais satisfaisant, mais essayez de vous rappeler aussi que quel que soit ce qu'on met en place, c'est lié à des conditions historiques, sociales, politiques, des rapports de force, et que c'est les textes qui en sortent sont la résultante de ça. Et que si déjà on arrive à faire appliquer ça pour arriver à progresser, c'est déjà, à mon avis, quelque chose d'intéressant. Je donne 2 petits trucs et je m'arrête là-dessus pour pas être trop long. Je sais pas si vous avez eu le temps de sortir le texte qui s'appelle maintenant projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs, qui était avant la loi El Khomri. Depuis lundi, vous avez un nouveau texte. Alors, je vous parlerai pas de ce qui nous intéresse pas directement, mais l'article 34, qui est sur la VAE, présente 2 caractéristiques intéressantes. On nous annonce, si ça passe, effectivement, si c'est voté, que l'expérience requise va passer de 3 à 1 an. Je ne commande pas, je le donne, voilà. Et seront prises en compte les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel, suivies de façon continue ou non.
D'accord? La formation va être prise en compte dans l'expérience professionnelle. Je n'en dirai pas plus, hein, j'ai repris les mots tels qu'ils sont, voilà. Et la deuxième chose que je cite, et pareil, in extenso, les parties de certification obtenues constituant des blocs de compétences sont acquises définitivement, jusqu'ici c'est 5 ans, hein, je vous le rappelle, définitivement. Ces parties de certification permettent des dispenses d'épreuves si les règles fixées par l'autorité administrative, l'établissement ou l'organisme qui délivre la certification visée prévoient des équivalences totales ou partielles. Je vous engage à méditer sur ces éléments-là. On pourrait faire effectivement un colloque là-dessus. Alors, dernier détail dans l'actualité, le CNESER, donc Conseil national de l'enseignement supérieur, réuni le 14 mars, s'est prononcé à peu près 2/3 des membres contre cet article, ce projet d'article 34. Mais bon, je termine sur cet aspect-là. Vous voyez que la VAE telle qu'elle existait, ce qui était un peu le cadre dans lequel nous sommes encore aujourd'hui, elle pose question et elle semble un peu remise en cause par certains. Voilà, je m'arrête là-dessus. Règles d'organisation de la table ronde. Donc notre table ronde s'appelle « Regard croisé sur la convergence entre les enjeux internationaux et existentiels de la reconnaissance des acquis ». Rien que ça. Nous avons 6 intervenants qui sont tous présents. C'est dommage. Je l'aurais dit à midi, mais c'est dommage. Mais bon, on va faire avec. On en a discuté pour presque tous ce midi, donc ils vont essayer les uns et les autres de se tenir à 10 minutes, à peu près 10 minutes d'intervention. Moi, je leur avais proposé 3 questions, alors qui ne sont pas, comme j'aurais rappelé, impératives, mais c'était pour essayer de structurer un petit peu leurs propos. Je ne vais pas leur poser à chacun parce que ça perdrait du temps sur les échanges, mais ils ont ça présent à l'esprit, ils essaient d'y répondre, mais c'est pas pareil, c'est pas ils font ce qu'ils peuvent et ce qu'ils veulent dans les contraintes qui sont les leurs avec ces questions. Donc la première question que je leur avais proposée, c'est la nature des acquis formels et informels pouvant être reconnus, bien sûr dans le cadre des expériences qu'ils vont présenter. Deuxième question, c'était la place de la reconnaissance des acquis, alors comme j'ai mis dans les systèmes éducatifs. Régis m'avait dit il peut y avoir des redondances, donc moi je dis derrière vous adaptez en fonction du programme, si c'est un programme européen, si c'est en fonction des éléments dans lesquels vous vous situez. Et puis le troisième, qui me paraît quand même pas inintéressant, c'est les pistes d'évolution que vous voyez à partir de ce que vous avez pu dégager des expériences que vous avez, qui sont en cours, pour certaines qui sont commencées depuis pas mal de temps, si j'ai pu comprendre. Donc il y a peut-être des éléments aujourd'hui de distance qui permettent un petit peu de se projeter. Voilà. Je n'en dirai pas plus, alors après je vais avoir le sale boulot, mais je sais le faire. Donc, tu me connais. Donc, le boulot, ça va être d'essayer de faire respecter les 10 minutes. Ben, évidemment, je vais pas taper dessus, sur ceux qui veulent pas, mais je vais essayer de leur faire prendre conscience que c'est du temps perdu sur les autres. J'ai également une demande d'un des intervenants de changer l'ordre sur lequel on s'était entendu. Je ne le cite pas, mais c'est André Moisan. Donc, si vous êtes d'accord, je sais pas, il a peut-être des contraintes d'emploi du temps, je ne sais quoi, je te propose de passer en deuxième. Si tes collègues sont d'accord. Moi, c'est démocratique, semi-démocratique. Régis, t'es d'accord? Voilà. Donc, je vous propose que nous commençons. Ils se présenteront à tour de rôle, bien entendu. Puis vous avez, j'ai vu, c'est très bien fait, un document avec les trombinoscopes, avec d'où on vient, qui on est, et tout ce qu'on veut. Donc, Carmen Cavaco, qui va commencer à nous parler de son sujet, les résultats inattendus de la reconnaissance des acquis. Vous avez la parole. Pour 10 minutes. Ça fonctionne. Bonjour à tous et à toutes. Je remercie le CMA pour cette invitation et en spécial Bernard Liétard. Je vais parler un peu de ces dimensions des convergences internationales aux convergences existentielles à partir de ma expérience de recherche au Portugal sur la formation expérientielle et à partir de cette dimension sur la VAE aussi.
Pour vous dire, j'ai 3 points. Le premier point, c'est que c'est la question de la diversité qui est inhérent à la reconnaissance. Après, un autre point, c'est sur la VAE et leur complexité. Et les dernières, sur quelques paradoxes. En ce qui concerne la diversité, on pourrait questionner, on a déjà parlé ça hier et aujourd'hui, de cette multiplicité et cette dimension polysémique du mot. Par exemple, pour Paul Ricoeur, dans leur livre Parcours de la reconnaissance, il parle de 23 significations à partir de l'analyse des dictionnaires en France. Et de toute façon, il parle d'un regroupement possible en 3 types de processus. C'était un premier type, c'est identifier, distinguer, se reconnaître soi-même et la reconnaissance mutuelle. À partir de cette lecture-là, on pourrait dire que ces dimensions ont toujours un jugement inhérent et dans cette mesure, ils ont toujours liaison avec la dimension de l'évaluation. Et dans ce cas-là, il y a toujours aussi la liaison avec l'éthique, la question éthique et déontologique. Et aussi, il y a la liaison avec la dimension identitaire et existentielle. Par exemple, quand j'ai parlé avec une femme qui est analphabète au Portugal, je suis en train de le faire un entretien biographique et elle me disait maintenant on va arrêter l'entretien et je pensais qu'elle était fatiguée. Mais après, quand on commençait à parler d'autres choses, elle me disait non, je ne suis pas fatiguée, mais je ne veux pas parler plus de choses que je savais, de mes savoirs, parce que sinon je vais partager ces savoirs à tout le monde et je perds les valeurs que j'ai. On pourrait regarder bien à partir de cette perspective. Cette femme, elle savait bien que la transmission de connaissances et leur connaissance, elle a une dimension de pouvoir et de reconnaissance jointe de leur communauté. Et elle savait que si elle partage tous les savoirs qu'elle a, elle peut perdre cette dimension. C'était une dimension des pouvoirs, mais pour elle-même, c'est une dimension existentielle, identitaire très forte. Et ça nous permet de dire que la reconnaissance des acquis de l'expérience, c'est un processus permanent, qu'elle est fondamentale dans notre quotidien et qu'elle est tellement présente qu'elle reste toujours invisible et naturalisée à nos yeux. Je vais parler surtout d'une autre démarche de reconnaissance des acquis de l'expérience, c'était la VAE. Cette démarche-là avait quelques types de spécificités par rapport à d'autres types de reconnaissance qu'on faisait toujours dans notre quotidien ensemble. C'est une démarche institutionnalisée, elle avait des procédures spécifiques, elle est encadrée dans une politique et elle vise une certification. Dans cette dimension-là, avec les études que j'ai fait au Portugal, je pourrais vous dire que il y a un mot que c'était, nous avons déjà parlé, écouté hier et aujourd'hui, que c'était la question de la complexité. Cette démarche-là, c'est très complexe à cause de différentes dimensions. Par exemple, j'ai noté ici quelques dimensions de cette complexité. En dimension, ce sont les bouts contradictoires, des perspectives contradictoires où elle avait qui la structurant. Par exemple, Bernard Lietard part de la côté in et de la côté
Yang. Je disais, il y avait d'autres auteurs francophones, par exemple Wissamerle, Guy Jobert, qui parlent aussi de cette qu'il y a deux perspectives qui se mélangent et quelquefois qui sont interdépendants et qui posent des problèmes de complexité là. Par exemple, au Portugal, il y a cette côté yin, c'était la liaison entre les politiques publiques de la reconnaissance des acquis de l'expérience et la justice sociale, le développement humain et l'émancipation des personnes. Ça, c'est quelque chose de très important. Et que c'était un élément où sont basées les méthodologies et surtout les travaux de l'équipe des centres qui s'occupent de cette démarche. Mais en même temps, il y a un côté yang, c'était le côté de la rationalité économique, de la gestion des ressources humaines, et cette dimension-là, c'est surtout lié à des orientations politiques. Nous savons bien que à partir, j'ai fait cette lecture-là de les politiques européennes, la Commission européenne, et quand tous les documents politiques de la Commission européenne où parlent de cette importance de la reconnaissance des acquis de l'expérience, elle donne une liaison directe avec la question de la compétitivité, avec la question de la insertion professionnelle, et aussi avec la question de la progression professionnelle. Et nous sommes toujours dans un cadre d'instrumentalisation de cette procédure pour des raisons économiques. Il y avait une autre, et ça pose des dimensions, des paradoxes très clairs, surtout au niveau des résultats. Et après, je pourrais vous dire qu'est-ce qui se passe au Portugal. Aussi, il y a des méthodologies très complexes. Il y a un mélange des méthodologies sur l'histoire de vie, le portfolio, l'analyse d'activité et des mises en preuve, des démonstrations et cette complexité, c'est très évident parce que nous sommes dans la base de cette complexité de la VAE, comme disait aussi Gaston Pinault. C'est très intéressant de dire et très important de dire que nous apprendrons, l'apprentissage se fait aussi par l'expérience de vie et qu'il est fondamental de reconnaître ces types d'apprentissage, ces types des acquis, mais les problèmes commencent à partir du moment où nous sommes dans ce type de démarches, parce que ce sont des démarches très difficiles à faire, parce qu'en même temps, nous avons des méthodologies complexes sont nécessaires, des outils complexes, parce que nous savons très peu sur la nature de ces types d'acquis. Et en même temps, nous, à partir de la logique de la certification, nous sommes obligés d'avoir des référentiels, que ce sont surtout des référentiels académiques, et ça nous oblige à mettre en liaison des savoirs, des natures tellement différents que ça pose beaucoup de problèmes. Et ces référentiels sont toujours, j'ai analysé ces types de référentiels au Portugal, sont tellement complexes, quelquefois ils restent même incompréhensibles pour les équipes qui sont responsables pour accompagner ces processus joints des adultes. En même temps, ces processus dépendent de la capacité et de la motivation de l'adulte pour réfléchir et réélaborer leur vécu. Et dans cette mesure-là, c'est très important l'accompagnement et la formation des équipes, la marge d'autonomie des équipes pour qu'elles peuvent innover et pouvant jouer avec tous ces types de dimensions de complexité. Je passe au paradoxe. C'était que à partir de cette complexité, surtout du côté des deux perspectives, d'un côté la perspective plus politique et plus qui instrumentalise la VAE au service de la logique de développement économique, et une autre perspective qui inspire
et structure les méthodologies qui sont mises en place dans ce type de processus. C'était une approche plus humaniste du développement humain. On pourrait dire qu'au Portugal, nous avons ces processus étaient développés entre 2000 et 2012 avec une grande adhésion des adultes. Les systèmes avaient certifié plus de 100 000 adultes, moitié d'1 million des adultes au Portugal, des personnes avec un bas de niveau de scolarité. Mais dans les cadres normative, la justification pour développer ce type de politique, c'est toujours la question de l'employabilité, de la mobilité, de la compétitivité et de l'augmentation de la qualification scolaire de la population portugaise. Et nous, en tant que chercheurs, on disait toujours il faut faire attention parce que ce type de discours, c'est pas valable. On savait déjà, il y a longtemps, qu'il n'y a pas une relation directe et linéaire entre l'obtention d'un titre, d'un diplôme, d'un certificat et ces types de questions-là, de l'employabilité, de mobilité, de compétitivité. Ça dépend des logiques plus complexes du marché du travail et du système économique. Mais, de toute façon, ces mesures-là sont basées dans cette logique au niveau du cadre légal, au niveau des politiques publiques, et c'est à cause de ça qu'elles ont un budget pour fonctionner. C'est ça. Et après, ils ont fait des études d'évaluation et ont découvert qu'il y a très peu de résultats à ce niveau-là. Et le gouvernement qui a pris la responsabilité à partir de 2012, il a dit bon, les résultats sont pénibles à ce niveau-là, il faut choisir d'autres choses, il faut faire d'autres choses. Ils ont détruit tous les systèmes de la VAE au Portugal. Parce que les seuls résultats qui sont tellement visibles, c'est l'estime de soi. Ils disent, mais il y a beaucoup d'argent public, et ça va dire rien. Mais j'ai une autre perspective. Pour moi, cette dimension de l'estime de soi, c'est très composite. Et avec des entretiens avec des adultes, c'était visible que ils ont changé leur vie après faire ce type de processus, parce qu'il y avait un processus très très bien soutenu, très bien accompagné par les équipes. On pourrait dire que ce processus, c'est dans leur vie un moment de transition. C'était un moment charnière. Et cet effet composite de l'estime de soi qui a augmenté avait des effets très positifs dans tous les domaines de leur vie, au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau social, à tous les niveaux. Et seulement pour finir, je vous laisse avec les mots d'une personne qui a fait les processus et où il est visible cette dimension existentielle. Elle me disait, ça paraît que je suis née une autre fois. Maintenant, je suis une autre personne. Merci. Merci Carmen. Sans plus attendre, je passe la parole au très attendu André Moisan, pilote d'un projet européen Erasmus sur la validation des 8 compétences clés européennes, une des voies majeures pour la reconnaissance des apprentissages informels et non formels. Tu as la parole, André. Merci. Pour 10 minutes. Merci Gilles. Alors effectivement, je vais dans le temps imparti, mais ça devrait suffire, je vais vous parler d'un projet. Donc d'un projet européen qui vise justement à faire avancer pratiquement, et pas que pratiquement, tout ce qui est de l'ordre justement de ce que vous avez discuté, qu'on a discuté pendant ces 2 journées, en particulier ce qu'on appelle la reconnaissance des compétences transverses et formalisée par l'Europe en termes des 8 compétences clés européennes. Alors, donc, pour rappel sur ce que sont ces 8 compétences clés européennes, parce que personne n'est parfait, peut-être que certains d'entre vous ne les connaissent pas, mais je voudrais d'abord bien les situer. Et ça répond déjà à beaucoup de questions qui étaient soulevées par Carmen. Je reviendrai à Carmen tout à l'heure. Et tu as bien fait les choses, Gilles, dans l'ordre de passage. Je vais t'expliquer pourquoi. Très subtil. Donc, ces compétences clés, elles ont été définies, donc,
aussi bien par le Parlement européen que par le Conseil européen comme essentiel pour l'épanouissement personnel, la citoyenneté active, la cohésion sociale et l'employabilité dans une société fondée sur la connaissance. Donc, vous voyez que la focalisation unique sur la question de l'employabilité n'y apparaît pas là, hein, et apparaît qu'en quatrième temps, après l'épanouissement personnel, la citoyenneté active et la cohésion sociale. Bon, ce qui veut dire que, par exemple, je reviendrai encore, quand on a comme partenaire dans ce projet européen le réseau APP, ça a du sens, parce que le réseau APP est aussi un vecteur, est-ce que je dirais postmoderne, de l'éducation populaire, voilà, et de l'éducation permanente. Donc voilà, et dans ce sens-là, je me sens européen. Alors, comme rappel, c'est 8 compétences clés européennes, donc communication dans la langue maternelle, communication en langue étrangère, compétences mathématiques et compétences de base en sciences et technologies, compétences numériques. Et là, les 4 dernières vont être particulièrement intéressantes. Apprendre à apprendre, compétences sociales et civiques, esprit d'initiative et d'entreprise, et sensibilité et expression culturelle. Donc voilà en gros ce cadre de référence. Et je pense que le terme de cadre de référence a son importance, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, ce cadre de référence européen, donc déjà depuis 2001, sommet de Lisbonne, réaffirmé par la suite 2006-2008, je sais plus exactement la date en tête, c'est un cadre commun que l'Europe nous offre pour justement essayer de donner forme, si je puis dire, à tout ce dont on parle. 2006, merci. Ouais. Dont on parle depuis hier, ici, dans cet amphithéâtre. Alors, l'objectif de ce projet Eureka. Donc, c'est un projet Erasmus qui a été adopté, c'est la procédure, c'est un appel d'offres, un certain nombre de projets, 10% à peu près sont retenus, on fait partie des 10%. Donc, c'est de produire en août 2018, donc nous avons 3 ans, un mémorandum proposant d'abord des modes de validation des compétences clés européennes, parce que les études le montrent, un des points faibles, même des talons d'Achille qui inhibe ce développement des compétences clés européennes, c'est bien cette question de la validation. Hein. Comment est-ce qu'on valide apprendre à apprendre? Bon. Des modes de validation et des stratégies d'usage, je reviendrai aussi, c'est-à-dire des stratégies d'usage. Je mets certification entre parenthèses pour bien signifier le fait que les stratégies d'usage peuvent inclure la certification, mais ils ne sont pas obligés de s'y limiter pour les acteurs et institutions nationaux. Alors, sur la base, ce référendum, on ne va pas le produire à partir d'une simple masturbation intellectuelle, sur la base de l'étude, de l'observation des pratiques existantes et de conduite d'expérimentation. Donc voilà l'objectif du projet, hein, c'est de fournir à tous les acteurs et les institutions des outils de mode, je dis bien au pluriel, de mode de validation pour ces compétences clés, en sachant que ces validations font référence à ce que je dirais des paradigmes très rapidement comportementalistes ou constructivistes, disons pour aller vite, très certainement font référence à des paradigmes différents. L'idée du mémorandum n'étant pas de juger, d'apporter une appréciation sur les différents modes de validation, mais simplement de référer ces modes de validation, en gros, à leur soubassement théorique ou paradigmatique. C'est ça l'idée. Hein. Alors, pour préciser encore un peu l'objectif du projet, c'est de dire que là, on travaille en gros sur une distinction, qui vaut ce qui vaut. Bon, voilà, c'est un sorte de langage commun qu'on s'est construit dans le projet. C'est d'abord de distinguer ce qui est de l'ordre de l'évaluation. Donc, on évalue chez une personne, on identifie un certain nombre de choses qui peuvent se référer à des compétences. On les identifie. Deuxième stade, on les valide. C'est-à-dire qu'on dit que ça, effectivement, ce qu'on a identifié, ça correspond à quelque chose qui est de l'ordre d'un référentiel qui est construit pour pouvoir dire, effectivement, c'est ce qu'on a identifié là, ça correspond à quelque chose de ce référentiel. Troisième stade, c'est donc qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire, est-ce qu'on en fait un diplôme? Est-ce qu'on en fait autre chose? Donc, quels sont les usages qu'on fait de cette validation? Alors, pour préciser un petit peu l'objet, la périphérie de travail du projet, on travaille essentiellement sur la validation, même si, effectivement, on va essayer aussi
dans le prolongement, d'essayer d'esquisser des pistes d'usage de ces compétences clés. Alors, pourquoi d'abord? Pourquoi se lancer dans une telle ambition? Je sais qu'il y a plusieurs personnes dans la salle qui sont associées à ce pari. C'est d'abord, dans le contexte français, pas le contexte français, c'est européen d'abord, mais ça c'est la traduction française, c'est cette fameuse recommandation européenne, je crois de 2012, qui est de dire que dans tous les États européens, il doit y avoir prise en compte de ces apprentissages informels et formels. Et dans ce cadre-là, pour 2018, et dans ce cadre-là, je dois vous dire que l'État français recevant cette recommandation, il y a une commission de l'Assemblée nationale des affaires européennes et internationales, je crois, animée par Sandrine Doucet, qui a pondu un rapport, dont vous avez la première page, un rapport qui est excellent sur cette question. Donc rapport, je crois que c'est juillet-août 2015. Et qu'est-ce qu'il dit, ce rapport? Il dit, là je vous donne des extraits, la France, pays leader en matière de validation des acquis d'apprentissage, paradoxalement moins performante qu'on ne peut le penser. Voilà, bon. Alors, page 55, les insuffisances du dispositif français de validation des acquis de l'apprentissage non formel et informel. Voilà, donc ça c'est un des sous-titres, insuffisance du dispositif. La validation, donc là elle fait référence à la VAE, la VAE reste centrée sur l'objectif de certification au risque par conséquent de ne pas permettre la valorisation de certaines parties de certification faites de compétences, ce qu'on appelle aussi chez les anglo-saxons des soft skills. Donc c'est quelque chose qui a été aussi évoqué précédemment. Donc voilà, ce contexte-là, Sandrine Doucet, et c'est quand même un rapport de l'Assemblée nationale. Deuxième raison, il y a une actualité qui est forte. Vous savez que donc, dans le cadre de la nouvelle loi de formation continue de 2014, le COPANEF s'est constitué, c'est-à-dire objectif employabilité. Objectif employabilité, en gros, ça reprend les compétences clés européennes, sauf on rajoute une sur hygiène, sécurité dans l'entreprise. Donc ça, c'est la deuxième raison. Troisième raison qui est quand même aussi assez importante, c'est que l'histoire des compétences transverses, c'est pas Bernard Létard qui va me dire le contraire, c'est la tarte à la crème de la formation des adultes, en France en tout cas, depuis un certain temps. Et ça a été l'objet de production de référentiels à n'en plus finir. 5, 12, on n'en finit pas. Alors, illisibilité complète, transfert impossible, chacun fait sa tarte à sa petite sauce, ce qui fait qu'en fait, ça plombe, si je puis dire, la question de la validation de ces compétences transverses. Alors, quatrième raison, c'est que vous voyez bien que cette question de la reconnaissance des apprentissages non formels et informels, ils sont travaillés dans tout ce qu'on appelle portfolio et autres. Sauf que, là c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que, par exemple, je fais référence au fait que dans les universités, on a mis en place des portefeuilles de connaissances et de compétences, je crois, qui étaient donc censés capter un peu chez les étudiants ce qu'ils avaient appris en dehors de leur formation proprement dite, sauf que, c'est formalisé à usage personnel, ce qui est bien, mais on peut aussi penser que ces écritures, cette consignation, si vous voulez, de ces acquis non formels et informels, peuvent aussi se traduire, se formaliser dans une sorte de grille commune qui serait les 8 compétences clés européennes, qui du coup leur permettrait un usage, un transfert. Ça va, je suis dans les temps, là. Tu vas commencer à avoir mal à la gorge. Donc ça va. Et donc, par exemple, pour le milieu professionnel et pour la formation. Par exemple, VAP 85 qu'on fait au CNAM, qui dispense à un certain nombre de personnes, de candidats, d'avoir les prérequis pour entrer dans une formation. Donc on a des dossiers. Si le dossier était déjà travaillé par des portfolios où il y a déjà cette formalisation de ces apprentissages non formels et informels, ça aiderait beaucoup dans nos commissions VAP 85. Alors, l'enjeu du projet, il est là. Donc je vous le lis, c'est-à-dire c'est la reconnaissance et le développement des acquis de tous les apprentissages, y compris informels et non formels, dans un cadre simple, explicite et reconnu,
pour toute la population, et ça c'est un élément important, pour toute la population jeune et adulte qui aspire à être acteur de la société de connaissances, quel que soit son statut, son niveau de formation, son insertion dans l'emploi. Juste un petit exemple pour l'illustrer. La compétence, initiative et entreprise. Et tu concluras. Comment ? Et tu concluras. Ah oui, d'accord. C'était un quart d'heure. Je le dis, je dis rien. Alors, donc les partenaires, quand même, voilà, vous avez la CNAM Lorraine, le CNAM évidemment, qui est animateur et pilote, le réseau APP, Michel est là, l'université de Tours, Portugal, c'est bizarre, on retrouve Carmen, l'université de Lisbonne, l'université d'Algarve, l'Italie et la Belgique. Voilà. Alors, surtout, ce qui est important, c'est que... Non, ça, je suis désolé. Je suis désolé. Alors, donc, ces dispositifs d'observation et d'expérimentation, on va le faire dans 4 champs d'acquisition, c'est-à-dire le travail, activités civiles et sociales et personnelles, donc le hors-travail, ce qu'on apprend aussi dans le champ de la formation, parce qu'on n'apprend pas que l'objet de formation, et la mobilité européenne et internationale. Voilà. Alors donc là, c'est un tableau croisé, c'est-à-dire qu'on va travailler essentiellement sur les 4 dernières compétences, celles qui on va apprendre à apprendre, compétences civiques et sociales, celles qui sont les plus difficiles à appréhender. Voilà. Et alors, nous tenons, je le dis quand même, c'est une information importante, le 10 mai à Strasbourg. Aura lieu donc cette première journée sur les compétences clés, avec en particulier Madame Bernaès, Sophie Bernaès, qui est la personne au niveau de la DGEC, Direction Générale de Éducation et Culture de la Commission Européenne, qui travaille sur cette question. Voilà. Je ne vous dis que ça. Et puis, ça je passe. Et puis la dernière chose que je veux dire, non, je le dis pas. Voilà. Si, je le dis comme oralement. Vas-y. Dis-le Séminaire épistémologique sur la question des compétences clés, ça soulève un certain nombre de questions. Évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que la question des compétences fait l'objet d'un débat théorique et pratique depuis un certain temps. Séminaire à l'initiative du laboratoire LISE du CNAM, dans lequel je fais partie, LISE, laboratoire interdisciplinaire de sociologie économique, et le CRTD, Centre de recherche, travail et des développements, du CNAM. Donc on va tenir un séminaire épistémologique de 2 jours sur la date n'est pas encore tout à fait fixée, 21, 22, 23 septembre, en particulier pour faire référence à la complexité, avec la présence de Jean-Louis Lemoine. Voilà, j'ai dit. Merci André pour ta concision. André Moisan, du CNAM. Maintenant, je passe la parole à Bénédicte Alba qui va nous parler de la reconnaissance des acquis des bénévoles. Voilà. Vous avez la parole. Merci pour beaucoup, le temps que vous voulez. D'accord, très bien. Bonjour, donc merci beaucoup à Bernard de m'avoir invité et merci aussi à Annie pour la très bonne organisation. Voilà. Et merci à Gilles pour la série de questions qui m'a permis de structurer les choses. Voilà. Donc je vais passer sur mon institut, c'est un institut privé de recherche et on répond régulièrement donc à des appels à projets européens et nationaux et en particulier européens. Et donc en fait, je vais suivre donc la feuille de route que nous avait donnée Gilles et je vais vous présenter en fait les résultats de plusieurs projets européens et je vais vous montrer en fait ce que disait Gilles, un projet qui est fini depuis 10 ans, comment il a pu être en fait actualisé et concrètement utilisé sur le terrain en étant un petit peu transformé, parce qu'au départ effectivement le cadre était peut-être un petit peu trop théorique. Voilà. Donc, je pars donc de la reconnaissance des acquis d'expérience bénévole. Donc, la base légale pour cette reconnaissance, c'était la loi de modernisation sociale de janvier 2002. Donc, vous avez beaucoup entendu parler, évidemment. Et en Europe, la référence en Europe, ça a été rappelé par les travaux du CEDEFOP, en particulier en 2009 avec les lignes directrices, européenne pour la validation des acquis non formels et informels. Donc le CEDEFOP, pour ceux qui ne connaissent pas cet organisme, c'est vraiment la référence européenne en matière de tous les travaux justement sur les apprentissages formels, non formels et informels. Et il a repris, ils ont présenté en fait tous les outils et toutes les stratégies qui avaient été développées justement pour pouvoir permettre cet apprentissage cette reconnaissance des apprentissages non formels et informels. Et il y a eu une reconnaissance, donc il y a eu l'exemple bien sûr, ils ont cité comme exemple le portfolio que je vais vous présenter après.
projet. Et officiellement, à un niveau européen, au niveau de l'Union européenne, à l'occasion de l'année européenne du bénévolat, on a reconnu justement qu'une expérience bénévole était précisément un exemple d'apprentissage non formel et informel, et qu'il fallait promouvoir donc un engagement bénévole et une expérience bénévole en tant justement qu'apprentissage non formel et informel, et donc participation à l'éducation. Voilà, donc ce projet pionnier, donc la base, donc en fait il y a 3 projets, il y a eu 3 générations de projets formés, éduqués tout au long de la vie, donc c'est le cycle Lifelong Learning. La première génération c'était 2000-2006, il y a eu une deuxième génération 2007-2013, et depuis 2014 on est rentré dans la 3e génération de projets qui ne s'intitule plus formés, éduqués tout au long de la vie, Lifelong Learning, mais Erasmus, puisqu'en fait, il s'était rendu compte qu'il y avait 4 sous-projets, en fait. Il y avait Comenius, qui était l'enseignement scolaire, Erasmus, qui est le plus connu, qui était l'enseignement supérieur, Leonardo da Vinci, qui est justement, les projets que vous présentez sont tous des Leonardo da Vinci, c'était l'enseignement professionnel, et c'était un lien avec le marché du travail. Voilà. Et le 4e type de programme, c'était Grundtvig, qui était l'éducation permanente, avec les universités permanentes, par exemple. Voilà. Non, qui n'existe plus parce que tout a été, en fait, il n'y a plus qu'une appellation, c'est Erasmus+, mais il reste en fait enseignement scolaire, enseignement supérieur, enseignement professionnel et enseignement, éducation permanente. Voilà. Donc nous, on était dans la première génération 2000-2006 et ça a duré 3 ans. Donc c'était dans 7 pays européens, donc c'était mon institut donc, qui était chef de file. Et en France, donc on avait 4 partenaires, dont 2 associations et l'université du Maine. En Allemagne, on avait 2 partenaires, un institut de recherche comme moi et puis aussi une association. En Autriche, pareil, un institut de recherche et une association. En Italie, on avait la fondation italienne qui s'occupait du bénévolat et qui a été extrêmement précieuse pour tout ce qui est justement le référentiel de compétences. Les Royaumes-Unis, qui avaient été très pionniers, bien sûr, à la matière pour la reconnaissance du bénévolat. Et 2 pays, alors c'est pas PJ mais PL, c'est la Pologne et la Hongrie. Et ça a été vraiment un coup de chance, en fait. Pendant la réalisation de notre projet, il y a juste une loi sur le bénévolat qui a été passée en Pologne, la Pologne étant un pays moteur en matière en Europe centrale, qui reconnaissait vraiment une expérience bénévole et le bénévolat. Donc ça a permis, si vous voulez, une utilisation vraiment très concrète de ce portfolio. Et donc en fait, ce portfolio permettait d'identifier une expérience bénévole, de l'exprimer en termes de compétences, et donc grâce justement au gros travail qui a été fait par nos partenaires italiens, on avait pu identifier une vingtaine de compétences qui n'étaient pas des compétences techniques mais des compétences transversales. Par exemple pour le secourisme, on n'a pas du tout utilisé donc les compétences techniques qui étaient demandées, mais les compétences transversales qui étaient demandées quel que soit en fait l'engagement associatif et quel que soit aussi le niveau de son engagement, qu'on soit administrateur, donc plus un niveau de dirigeant ou vraiment concrètement sur le terrain, celles effectivement les compétences qu'on pouvait développer. Et la 3e partie donc de ce portfolio, c'était donc le plan d'action. Là, nos partenaires autrichiens et anglais nous ont été très utiles puisque c'était vraiment une application très concrète. Et les 3 voies en fait qui étaient proposées, c'était soit l'expérience bénévole était suffisamment représentative et on pouvait se présenter sur le marché du travail, puisque l'expérience, en tout cas en France, bénévole est considérée comme une expérience professionnelle à part entière depuis la loi de 2002. Et on a un petit peu persuadé nos partenaires de la même chose en fait dans les autres pays. Ils se sont dit pourquoi pas, on peut essayer. La deuxième chose, c'était de dire il faut effectivement peut-être valider en fait les compétences acquises dans ce cadre associatif par une formation diplômante ou pas, mais en tout cas c'était quand même une objectivation en tout cas de ces compétences. Et la 3e voie, c'était la validation des acquis d'expérience. Et donc du coup, on refaisait le lien. Et dans les livrets, justement, il y a une partie justement expérience bénévole. Donc, en tout cas pour la France, ça a été très utilisé dans ce cadre. Et donc, ce portfolio donc a été terminé en 2006. Et donc en fait, je vais vous montrer en fait comment on a appliqué donc ce projet, enfin depuis 2006, donc depuis 10 ans maintenant, comment il a permis, si vous voulez, enfin on l'a adapté dans le cadre d'autres projets et comment on a pu le situer. Parce qu'au départ, originellement, il s'adressait à 3 publics qui étaient les jeunes qui n'avaient pas une expérience professionnelle représentative, et dont l'expérience la plus représentative était un engagement bénévole, les parents qui avaient arrêté de travailler pour élever leurs enfants, majoritairement donc des femmes, et donc il y avait donc la sélectivité qu'elles avaient eue pendant les 10 dernières années ou 20 dernières années, c'était une expérience bénévole. Et une 3e chose, un 3e public, c'était des gens qui avaient une rupture pour des raisons de santé, une rupture professionnelle. Voilà. Alors donc après, à partir donc de ce projet VAEB,
En complément, en fait, et c'est dans ce cadre que j'avais rencontré Bernard Létard, on a travaillé avec un groupe de femmes de militaires, on était soutenus par l'action sociale des armées, pour voir justement suivre un groupe de femmes. Au départ, elles étaient 30, et puis après, elles ont été 15, et puis finalement, il y a 7 qui ont trouvé un débouché grâce à ça, où on a adapté ce portfolio qui était quand même très développé, avec une vingtaine de compétences, à quelque chose de beaucoup plus simple, qui était plus centré sur leur expérience. Et donc, ça a servi concrètement, et 3 de ces femmes ont utilisé le portfolio qu'on avait développé pour engager un processus de validation des acquis d'expérience qui a réussi, puisque deux d'entre elles ont permis de reprendre des études en sciences de l'éducation. Deuxième application concrète, c'était un projet avec le réseau AnimaFac, donc qui était un réseau d'étudiants qui promeut l'engagement des étudiants dans l'université, donc en parallèle de leur métier d'étudiant. Et donc on a adapté à nouveau avec AnimaFac ce portfolio à quelque chose effectivement aussi de beaucoup plus simple. Et ce portfolio permettait aux étudiants de pouvoir valoriser. Donc, et là on peut parler même plus qu'une valorisation de validation, puisque ça pouvait être pris en compte pour, par exemple, accéder à une formation, par exemple, à la sélection de master, ou bien pour faire valider un stage. Donc là, on peut pratiquement parler plus qu'une valorisation d'une validation. Autre exemple, là, on change de public, et cette fois-ci, ce ne sont plus le public, c'était plus les femmes ou les étudiants, mais les enseignants. Et c'est avec l'université d'Evry, Evry Val-d'Essonne, qu'on a développé donc un projet européen, toujours à Leonardo da Vinci, de 2009 à 2011, donc dans 5 pays, et qui proposait en fait un portfolio qui s'adressait cette fois-ci non pas aux étudiants directement, mais le premier public en fait de ce portfolio, c'était les enseignants et les intervenants au sein de l'université, de manière à pouvoir intégrer dans l'évaluation des étudiants cette expérience acquise en dehors de l'université. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé la validation des acquis buissonniers, pour reprendre l'expression donc de Bernard, les acquis buissonniers, donc hors l'école. Voilà. Et donc du coup là, en plus on était en plein dans la grande réforme de l'autonomie des universités, et ça a été peut-être un petit peu mal pris par certains enseignants qui se sont dit c'est un moyen de contrôle et d'évaluation. Et donc concrètement, il y a eu pour la mise en place et même l'expérimentation du portfolio, on a rencontré quelques difficultés. Voilà. Et puis une autre application, et cette fois-ci non plus dans l'enseignement ni de la formation continue, mais à nouveau dans la formation initiale, mais cette fois plus d'enseignement supérieur, mais primaire, un portfolio, enfin c'est pas un portfolio, mais c'était un programme de formation dans le cadre de l'enseignement scolaire. Donc on a proposé ce projet, c'était un Comenius avec l'université anglaise de Northampton dans 6 pays, où on a proposé un programme de formation à des collégiens ou des lycéens, en l'occurrence en France c'était des collégiens, pour les initier au bénévolat et en fait développer un petit portfolio qui était extrêmement simplifié. Et l'intervention de François Tedi était c'était François Tedi était intéressante, parce que justement on fait travailler les collégiens, là c'était pour l'expérimentation, c'était pendant 3 semaines, mais depuis la fin du projet, j'ai continué à travailler avec ce collège à Massy, donc Blaise Pascal, où on a une série donc de 6 sessions avec les collégiens. On leur explique quel est le cas de l'association, l'expérience bénévole, et on fait le lien sur l'expérience acquise en dehors de l'école, qui leur permet d'être valorisés et de développer en fait des compétences à l'école. Et donc le métier d'élève et le métier de bénévole. Et en fait, on a choisi pas par hasard la 3e, puisqu'en 3e il y a les stages donc découverte du monde professionnel, qui pour l'instant sont optionnels, mais qui dans le cadre de la réforme de collège va devenir obligatoire, ce stage. Et donc du coup, ça va être un outil précisément pour vraiment valoriser toute cette expérience acquise en dehors de l'école, à l'intérieur de l'école. Voilà. Alors donc, je pense que j'ai pas trop développé, j'ai dépassé. Donc, là, en fait, si vous voulez, c'était pour vous montrer en fait qu'un portfolio qui pouvait être traité assez théorique, avec une vingtaine de compétences, qui était quand même assez développé, donc il faisait une vingtaine de pages ce portfolio, a eu certaines applications directes, mais quand on l'a vraiment adapté après sur le terrain et en précisant donc sur des publics bien particuliers, que ce soit les publics donc de femmes de militaires, les publics d'étudiants avec AnimaFac ou les accompagnateurs. Et là, effectivement, la dimension de l'accompagnement est extrêmement importante. Et puis, donc, les collégiens. Et je pense que les pistes d'évolution, comme nous demandait Gilles, à un niveau national, la VAEB
valorisation des acquis d'expérience bénévole, a permis en fait de développer des outils, des stratégies utilisables aussi par les enseignants et les formateurs, d'où la dimension extrêmement importante d'accompagnement. Ça a permis d'identifier, de valoriser et de valider des acquis non formels et informels développés dans un cadre bénévole, et en particulier donc qui pouvaient être utilisés dans le cadre de le processus de VAE. Et les pistes nationales, c'est le concept d'expérience bénévole peut être aussi élargi pas non seulement au sein de l'association, donc une expérience associative, mais aussi un parcours migratoire. Et là, en fait, on combine l'expérience bénévole avec une expérience migratoire qui est désintéressée, qui n'est pas vraiment bénévole, si vous voulez, mais on peut combiner et on peut justement, c'est en fait une approche plus holistique des choses et pas uniquement donc expérience bénévole. Et à un niveau européen, les pistes, donc en fait, on n'était pas parti de rien évidemment avec le service volontaire européen depuis 1996. Il y avait eu quelques tentatives pour valoriser cette expérience acquise par les volontaires. La piste 2, donc c'était évidemment donc le projet pionnier, là, le portfolio qui a été utilisé donc comme outil de référence, enfin qui a été cité comme outil de référence par le CDFOP. La piste 3, c'est la reconnaissance officielle de l'expérience bénévole à l'occasion de l'année européenne, mais les administrations ne citent pas leurs sources, donc on était un peu perdus dans les références. Et la piste 4, c'est depuis donc Erasmus, donc depuis 2014, avec la 3e génération de programmes éduqués et formés tout au long de la vie. En fait, le projet qu'a présenté tout à fait André, donc c'était bien finalement cet enchaînement. Voilà, c'est qu'en fait, c'est vraiment très axé sur les productions intellectuelles, et donc du coup, on pourra vraiment, je pense, utiliser complètement, vraiment, et intégrer tous ces outils et ces stratégies en fait dans le cadre effectivement d'une véritable valorisation et validation des acquis d'expérience bénévole. Voilà. Eh bien, merci Bénédicte. Vous pouvez respirer ? Oui, c'est bon. Et merci aussi d'avoir répondu, d'apporter des réponses aux questions. Voilà, c'est bien. C'est très bien. Merci. Je passe maintenant la parole à Daniela Kokanova qui va nous parler dans le cadre de RIDIS de la reconnaissance des acquis au sein des études comparatives européennes. Vous avez la parole pour 10 minutes, entre 10 et 15. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va? Ah. Il faut s'approcher Alors maintenant, donc vous allez devoir vous habituer à mon petit accent pendant 10 minutes, mais comme c'est une table internationale, je pense que c'est aussi un peu normal. Je représente un réseau qui s'appelle un réseau RIDIS. C'est un réseau assez ancien qui a été créé dans les années, en fait, à 1980. Donc, il a actuellement 36 ans. Et en fait, c'est un réseau qui réunit actuellement 38 pays. Donc, ce sont tous les pays de l'Union européenne, mais aussi les pays en Europe, en dehors de l'Union européenne. Et je vous l'ai dit juste pour vous donner un petit peu l'idée sur la perspective dans laquelle je vais me situer. Donc, je vais prendre vraiment peut-être la perspective la plus distanciée parce que je vais essayer de situer un peu les pays les uns par rapport aux autres, situer un peu la France à travers les travaux qu'on a pu mener. Donc, le RIDIS est, comme je dis, un réseau qui a les correspondants dans tous les pays, donc tous les 38 pays. Et normalement, nos correspondants se situent dans les ministères de l'Éducation nationale ou dans les instituts liés aux autorités publiques, normalement au ministère de l'Éducation. Et c'est à nouveau pour vous donner une idée quel type d'informations nous manipulons. Et si je devrais situer ces informations, hier on a parlé de différents types de reconnaissance. La reconnaissance un peu plus technique, celle qui est permise par le cadre légal, et puis un autre type de reconnaissance qui est beaucoup plus la reconnaissance sociale. Donc je dois dire que notre réseau, parce que nous travaillons surtout avec les ministères, se situe beaucoup plus dans cette reconnaissance technique, et c'est cette reconnaissance dont je vais parler. En fait, les réseaux se situent dans différents pays, et puis en Belgique, à Bruxelles, il y a quelque chose qu'on appelle l'unité centrale. Donc, je travaille pour cette unité centrale, et nous sommes une unité qui met en place les différentes collectes de données. Par la suite, nous collectons les données à travers l'Europe, et nous analysons ces données, et nous rédigeons des rapports comparatifs sur différentes thématiques.
et nous touchons également la reconnaissance ou la validation des acquis. Notre unité à Bruxelles est également chargée de suivre le processus de Bologne. Je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec ce processus. C'est un processus de rapprochement des systèmes de l'enseignement supérieur et c'est un processus qui a été initié en fait par la France mais qui engage aujourd'hui 48 pays en Europe. Et dans le cadre de ce processus, la reconnaissance des acquis est aussi une question qui est d'actualité. En fait, les ministres de l'Éducation responsables pour l'enseignement supérieur se sont mis d'accord depuis 2005 que c'est une thématique qu'ils vont suivre régulièrement. Ils vont donc chercher à savoir quelles sont les dispositions dans différents pays. Et donc, l'unité pour laquelle je travaille est justement responsable pour les collectes des données et pour regarder où se situent les pays les uns par rapport aux autres. Mais avant de vous parler un peu de ces messages qu'on peut tirer de ce qu'on fait, je voudrais un peu revenir sur une chose qui est apparue dans les présentations précédentes, mais peut-être qu'il faut un peu développer, qu'il y a peut-être un langage, une terminologie un peu bizarre, c'est-à-dire en France, on parle de validation des acquis de l'expérience ou la validation des acquis professionnels, et puis on a manipulé les termes comme la validation des acquis non formels, informels, et des fois ça peut un peu perturber. Donc, juste du point de vue de la politique européenne ou des documents européens, peut-être c'est important d'expliquer que ces dispositifs ont des labels très différents à travers l'Europe. Donc, par exemple, au Royaume-Uni, on va plutôt parler de l'accréditation. En Belgique francophone, on a un dispositif VAE, mais le V représente la valorisation. Et en France, on parle de la validation. Et quand on commence à approfondir ces titres, on se rend compte que finalement, ils expriment des choses profondément différentes et que ces subtilités, ce ne sont pas uniquement, je dirais, subtilités linguistiques, mais vraiment des différences très profondes qui sont exprimées par ces noms. Par contre, quand on fait des analyses sur une quarantaine de pays, on doit quand même prendre une distance. Et depuis le départ, il y avait cette recherche au niveau européen qu'on a pu voir dans les documents depuis les années 90, où en fait, surtout les CDFOP, le centre dont Bénédicte a parlé, a cherché de mettre en place une terminologie qui pourrait s'appliquer, en fait, je dirais, à une sorte d'espéranto où on pourrait tous communiquer en utilisant un langage commun. Et donc, en fait, aujourd'hui, au niveau européen, on parle surtout de la validation des acquis non formels et informels. Alors, je voudrais vous définir ces termes, mais je dois dire que dans cette recherche, au fur et à mesure, ces termes ont été définis en plusieurs reprises et redéfinis en plusieurs reprises. Donc, mais si je m'appuie sur les définitions de l'Eurostat, qui est l'Office statistique de l'Union européenne, on parlerait des acquis, des apprentissages formels quand on parle des formations qui mènent à une certification reconnue dans un cadre national des qualifications et des certifications. On parle de reconnaissance non formelle ou des acquis non formels quand on parle des apprentissages qui sont quand même structurés, mais soit ne mènent à aucune certification ou mènent à une certification qui n'est pas formellement reconnue dans un cadre national de qualification. Et on parle de l'apprentissage informel quand on parle des apprentissages qui peuvent être en fait, qui ne se déroulent dans aucun cadre structuré. Et donc, en fait, c'était juste pour un peu situer de quoi on parle. Et maintenant, je vais peut-être passer, si mon temps me le permet, un peu plus aux questions que Gilles a posées pour un peu situer les systèmes les uns par rapport aux autres. Donc, oui, parfait. Donc, je vais peut-être commencer par une histoire qu'on a un peu vécue dans mon unité quand on a analysé les systèmes dans le cadre du processus de Bologne. Donc, c'est bien le cadre qui suit les pays par rapport à leur système d'enseignement supérieur. Et donc, on avait un questionnaire qu'on a envoyé au pays.
Et puis, dans le cadre de ces questionnaires, on a cherché à savoir est-ce que pour les gens qui n'ont pas un titre requis, est-ce qu'on peut envisager une entrée dans les formations de l'enseignement supérieur? Est-ce qu'on peut envisager une validation d'une partie d'un programme? Qu'est-ce qui est envisageable? Quel type des acquis peut-on prendre en considération? Et puis, tout ça, on a clôturé par une question. Est-ce que dans votre système d'enseignement supérieur, est-ce qu'il est possible d'obtenir une certification de supérieur sous la base de la validation des acquis non formels et informels? Et à chaque fois qu'on produit un questionnaire, on envoie ces questionnaires au pays pour être sûr que tous les concepts que nous utilisons sont bien suivis par tous les pays, que les définitions sont claires. Donc c'est juste une phase où on vérifie que le questionnaire va bien fonctionner et on collecte les commentaires sur les questionnaires. Et je pense que ce qui était très parlant, c'était que quand on a reçu les réponses, cette question sur la certification, c'est-à-dire est-ce que l'enseignement, est-ce que la reconnaissance ou la validation peut mener à la certification, il y a un grand pays européen qui nous a juste mis un petit commentaire qui disait « Is this a joke ?» Et je crois que ces commentaires disent beaucoup sur la position de la France en matière de validation des acquis. Bien sûr, j'ai entendu la citation de ces rapports qui disaient qu'il y a bien sûr beaucoup de lacunes et beaucoup de choses qu'on peut rattraper. Mais je crois qu'il faut aussi, de mon point de vue un peu distancié, de quelqu'un qui analyse vraiment des dizaines de systèmes éducatifs, de dire qu'on parle quand même des dispositions qui restent exceptionnelles, notamment dans le cadre de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'il n'y a pas un autre pays en Europe qui le permettrait. Après, on a des pays comme par exemple le Royaume-Uni qui l'interdisent pas formellement, mais qui nous disent ouvertement que c'est pas quelque chose qui pourrait arriver dans notre système. Donc, je pense que c'est peut-être un message que je vois, que je tire des travaux sur l'enseignement supérieur. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est pas la seule question qu'on suit, et c'est assez intéressant de voir un peu une position contrastée par rapport à la France, parce que quand on s'intéresse à la reconnaissance des acquis ou la validation des acquis, on peut, je veux dire, la France apparaît comme un pays champion en la matière, notamment dans l'enseignement supérieur. Par contre, quand on étudie l'enseignement supérieur dans d'autres perspectives qui sont aussi liées à la formation des adultes, par exemple, les questions qu'on a posées, est-ce que vous avez un système d'études à temps partiel destiné justement aux apprenants un peu atypiques, et quelles sont les manières dont vous apportez une flexibilité dans l'enseignement supérieur. Et quand on regarde les données statistiques, la proportion des adultes dans le système d'enseignement supérieur, là, il est vrai que la France se situe plutôt parmi les pays qui n'ont pas développé un système qui répondrait, je dirais, à un retour à la formation. Mais bien sûr, on pourrait apporter des subtilités, des préciser, mais en tout cas, je pense que c'est juste une hypothèse qui pourrait aussi expliquer ces niveaux aussi avancés de la reconnaissance des acquis, que c'est à quelque part, je dirais, j'ai pas un mot que je pourrais utiliser, mais une sorte de compensation peut-être pour une certaine manque de dispositions. Mais je parle de l'enseignement supérieur ici. Et je ne sais pas s'il me reste du temps. Il me reste pas. Donc peut-être je veux juste finir avec un point qui me paraît assez intéressant. Ce sont ces perspectives futures. Et je vais utiliser aussi une histoire qui est liée à une étude statistique qui a été menée. En fait, c'est une étude qui est menée régulièrement, qui s'appelle Adult Education Survey. Donc, je dirais une enquête sur la formation des adultes qui est menée régulièrement, la dernière fois en 2011. Et en fait, en 2011, on a introduit, l'Eurostat a introduit suite à la demande de la part des collègues de la Commission européenne, une question. Donc, c'est en fait une enquête où on demande aux adultes s'ils ont participé à une formation. Et on a introduit une question, est-ce que vous avez participé à un processus de validation des acquis? Et bien sûr, chaque pays a pu changer cette question selon sa propre terminologie. Et en fait, cette enquête va être menée à nouveau, je pense que
elle est menée, je pense que c'était 2015-2016, mais je devrais vérifier les années. Mais en tout cas, cette question a dû être retirée parce que tout simplement, les gens ne la comprenaient pas. Donc, je dirais que peut-être le message pour l'avenir, c'est de changer des dispositifs, l'utilisation de ces dispositifs de façon que, les gens comprennent de quoi on parle, parce qu'actuellement, on en parle beaucoup, mais je pense qu'en réalité, c'est vraiment quelque chose où souvent, ou en tout cas, c'est la raison pour laquelle la question a été retirée, quand on demande dans la rue, peut-être c'est différent en France, mais en tout cas, en Europe, c'était une question auquel les gens n'arrivaient pas à réagir. Je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Merci Daniela. Je vous propose maintenant d'écouter Mohamed Meliani qui va vous parler, entre autres, j'ai bien compris, d'expérience avec ses élèves. Alors, je ne ferai pas d'humour. Mes étudiants. Voilà, donc je vais commencer par vous parler un petit peu en tant qu'enseignant-chercheur, parce que je suis enseignant-chercheur à l'Université d'Amiens. Merci. Au début de ma carrière, j'ai commencé à travailler en fait sur la professionnalisation. Donc je m'interrogeais notamment par rapport aux professions aux métiers comme le métier d'enseignant. Est-ce que c'est un métier, c'est un semi-métier ou c'est une profession? Après, j'ai commencé un peu à développer ce travail en essayant de dégager un axe éthique. Je suis en train de me poser la question ici, est-ce que la VAE ne doit pas s'inscrire aussi dans le processus de professionnalisation de certains métiers? Donc, je commençais à m'intéresser en fait à l'expérience. Et donc, je commençais à travailler en fait sur la notion de professionnalité et sur les compétences, et notamment dans les métiers qu'on pourrait qualifier de formels. Donc, je ne m'intéressais pas encore à l'informel. Je n'étais pas très satisfait, donc j'ai commencé à m'interroger sur des compétences qui sont pas, en fait, qu'on n'apprend pas à l'école, c'est-à-dire des apprentissages des compétences hors école. Et en fait, mon premier travail portait sur notamment comment des ingénieurs informaticiens, des simples utilisateurs en fait de l'ordinateur, j'allais dire, arrivent à résoudre certains problèmes qu'on ne trouve pas dans les manuels scolaires. Donc c'est comme ça que j'ai commencé en fait à s'intéresser aux aspects informels et non formels de l'apprentissage. Durant mon activité d'enseignant-chercheur, j'étais confronté aussi à réfléchir sur la notion d'expérience, notamment avec mes étudiants, parce qu'ils se posaient toujours la question, voilà, on a un diplôme, quand on construit un CV devant un employeur, on n'a pas d'expérience. Et j'essayais en fait de les convaincre qu'ils ont une expérience et qu'il faut absolument la formaliser. Donc, dans un premier temps, j'ai commencé à travailler avec eux en leur donnant en fait un travail au cours de toute l'année de faire un journal de souvenirs scolaires. On a travaillé un peu sur la construction de l'expérience scolaire à partir de leurs souvenirs scolaires. Ensuite, j'ai commencé à faire avec eux un travail de formalisation en fait de certains aspects théoriques en essayant de les échanger, j'allais dire, en expérience pour les traduire, j'allais dire, dans leur CV. C'était un peu compliqué. J'ai ensuite commencé à siéger dans des jurys des VAE et j'étais confronté à un paradoxe. Le paradoxe du côté des étudiants qui cherchent absolument, j'allais dire, une expérience parce qu'ils ne l'ont pas, ils disent qu'ils n'ont pas d'expérience. Et de l'autre côté, en fait, des professionnels qui viennent avec vraiment un dossier qui n'est pas du tout formalisé, ce qui m'a étonné, est-ce que juste c'est Amiens ou bien ailleurs, c'est-à-dire des dossiers lourds, vraiment lourds, qui pèsent très lourd, parfois 6 kilos, 8 kilos, et en fait qui sont juste du justificatif d'une certaine expérience. Et il n'y avait pas aucune formalisation, aucun retour réflexif, j'allais dire, sur leur travail, sur le pratique. Est-ce que c'est un problème d'accompagnement? Je me suis dit, il y a un maillon, j'allais dire, qui manque quelque part. Donc, actuellement, je réfléchis sur ce paradoxe entre des étudiants à la recherche d'une expérience, d'une reconnaissance,
j'allais dire, et assez professionnels, j'allais dire, qui cherchent une certification. Donc ça pose la question, est-ce que la reconnaissance doit être liée nécessairement à un diplôme, à une certification? Voilà, donc là j'ai quelques pistes, rapidement, en 3 points. Dans un premier point, en fait, je souligne l'importance notamment des contextes familiaux, professionnels, sociaux, des rencontres, notamment dans la construction, j'allais dire, de l'expérience. Dans un deuxième point, en fait, dans toutes les démarches de reconnaissance doivent prendre en compte la multiplicité des savoirs, notamment des savoirs d'auto-formation. Bernard Liétard, en 2005, il a fait en fait une communication très passionnante sur les acquis buissonniers. C'est un colloque que j'ai organisé à Marrakech. En 2010, avec un collègue marocain, on a sorti un livre qui s'appelle « Ingénierie de la reconnaissance de la validation des expériences », qui tourne autour de ces questions auxquelles on travaille aujourd'hui. En troisième point, comme piste, l'individu est aussi un produit d'une historicité. L'individu, en fait, c'est un produit d'une historicité. Je suis parce que d'autres ont été. Donc la reconnaissance doit permettre aux personnes de repérer, de reconnaître et de se réapproprier le développement de leur trajectoire personnelle et professionnelle et de leur orientation. C'est un moyen de se repérer dans ces dynamiques biographiques, le retour réflexif sur son historicité, la remémoration d'expériences vécues tant personnelles et professionnelles est porteuse de sens dans la mesure où elle est décortiquée, analysée et réappropriée. Donc, comme piste, je ne vais pas être long. Hier, on a parlé, Pierre Landry a parlé par exemple d'estime de soi. On a parlé aussi en fait de la reconnaissance qui précède la connaissance. Moi, à mon sens, il manque un maillot entre la connaissance et la reconnaissance, c'est la patience. Donc pour développer, c'est une notion à mon avis qui est, ou bien une compétence qui est négligée et qui est oubliée, parce que pour avoir de la connaissance et pour avoir de la reconnaissance, il faut, j'allais dire, développer cette compétence qui est la patience. Une patience qui n'est pas génératrice en fait d'une résignation, c'est-à-dire attendre gentiment une certification, mais une patience génératrice d'une résilience, c'est-à-dire d'un courage de faire face, d'aller, j'allais dire, pousser les limites, j'allais dire, de son ignorance. Et voilà, je m'arrête là. Merci Mohamed, je vais en profiter pour faire à peu près comme tout le monde, pour citer Bernard Liétard, pour dire qu'on habite dans la même ville. Bon, j'ai trouvé un point commun tout de suite. Sans plus attendre, je passe la parole à Régis Roussel qui va nous parler d'état de la VAE, en gros, hein, et puis qui va nous parler également d'un groupe de travail européen sur les acquis non formels et informels. Tu as 1 heure. C'est parfait. Je craignais le pire en étant le dernier, mais c'est parfait. En effet, c'est toujours difficile de passer en dernier parce qu'on a une position peut-être de redite et de rappeler des choses qui ont déjà été évoquées par d'autres. C'est pourquoi je n'ai pas de support. J'interviendrai à partir de mes petites fiches quand même. Je ne présente pas Centre Info. Je pense que j'aurais la modestie de croire que tout le monde connaît Centre Info. Simplement, je rappellerai que Centre Info est également présent sur un champ européen. Je vais risquer de ne pas l'avaler. Donc Centre Info est présent sur un champ européen puisqu'il est à la tête de la partie française d'un réseau qui est un peu le pendant du réseau Euridis, qui est le réseau Refernet, qui donc effectue des travaux dans le champ de la formation continue, orientation et bien entendu il y a un regard sur la validation.
C'est donc à travers et par l'intermédiaire de Centre Info que toutes les informations que détient le CEDEFOP, qui a été évoqué également, arrive et est mis à la connaissance des Européens, puisque nous sommes, Centre Info, le correspondant français pour le CEDEFOP. J'en arrêterai là pour Centre Info. Ensuite, pour répondre aux deux questions, comme tout le monde, la place de la reconnaissance dans le système éducatif et quelle piste d'évolution. Je ne vais pas revenir sur la place de la VAE, vous la connaissez tous et toutes. Des choses ont également été dites à travers cette table ronde. Je vais revenir simplement sur une dernière étape, une dernière discussion de cette validation des acquis, reconnaissance des acquis. Là aussi, les termes sont importants et ils sont importants, comme l'a évoqué, on l'a évoqué à un niveau européen, parce que selon que l'on est dans un pays ou dans un autre, un même mot n'a pas la même signification. Eh bien, c'est la même chose en France. On peut parler de reconnaissance des acquis et certains ont une vision des choses et d'autres en ont une autre. La validation des acquis, donc pour revenir sur l'expérience française, sans mauvais jeu de mots, née en 2002, donc avec la possibilité donc de faire reconnaître des acquis de l'expérience. Obligatoirement en France, le lien a été fait avec la certification, ça a été évoqué. On parle de validation des acquis de l'expérience parce que quand on parle ou qu'on met en œuvre une validation des acquis, la première question c'est pourquoi faire. C'est pas simplement pour faire beau, pour faire reconnaître des acquis, qu'ils soient formels, informels ou non formels. L'objectif premier, il faut être réaliste là, c'est bien le retour à l'emploi. Le lien se fait avec l'emploi et l'employabilité de la personne. Donc bien entendu, en France, où nous sommes dans un système où l'entrée sur le marché du travail dépend uniquement ou presque de la détention d'une certification, automatiquement chez nous, le lien est fait ou la corrélation entre l'obtention ou la détention d'une certification et le retour à l'emploi. Il n'en demeure pas moins que cette vision a évolué au fil du temps, car depuis 2002, il y a eu d'autres lois en matière de formation professionnelle. Et juste pour évoquer la dernière loi qui date, comme vous le savez, de 2014, la loi du 5 mars, elle a non seulement maintenu le principe et le dispositif de la VAE, bien entendu, mais elle a également mis en place un nouveau dispositif de formation qui s'appelle le compte personnel de formation. Avec, sans le développer, deux éléments clés qui le caractérisent. D'une part, il décloisonne l'approche formation. On n'est plus face à un dispositif pour des demandeurs d'emploi, un dispositif pour des salariés, un dispositif pour des jeunes, un dispositif pour des adultes. On est face à un dispositif pour tout individu. On est face à un dispositif qui est attaché à la personne. Et donc on est bien sur un regard individualisé de la formation professionnelle, et cela est valable également pour la VAE. Si j'évoque le compte personnel de formation, c'est parce que pour pouvoir en bénéficier, en fait, il y a 3 modes d'accès, et je vais refaire le lien là également avec ce qui a été dit. La première possibilité d'utiliser ce compte personnel, c'est de suivre une formation pour acquérir des compétences clés. Ça a été évoqué indirectement avec le COPANEF, parce qu'en effet, ce sont bien les partenaires sociaux qui ont créé ce référentiel compétences clés. Un lien est fait avec les compétences européennes, mais la deuxième modalité d'accès, de bénéficier du compte personnel de formation, c'est de l'utiliser pour un accompagnement dans le champ de la VAE. Donc je dissocierai déjà dans un premier temps cette approche validation pour des compétences clés, qu'elles soient européennes ou pas, et l'approche VAE qui est pour moi, et je vais peut-être là répondre à une première question qui avait été posée également par Annie Pio. Pour moi, la validation des acquis est un dispositif à part entière. C'est une vraie voie d'accès à la certification. La troisième possibilité pour utiliser le compte personnel de formation, c'est la possibilité d'obtenir tout ou partie des certifications. Et là, je refais le lien également avec ce qui a été dit avec beaucoup de mes collègues sur cette table ronde. Tout ou partie des certifications, c'est-à-dire qu'on doit avoir une nouvelle approche de la certification.
Et cette nouvelle approche, c'est un découpage de la certification, non pas tout simplement en unités, mais cela a été évoqué également, c'est en blocs de compétences. Et la nouveauté, en fait, à travers cette réforme, et qui va être également valable au regard de la validation des acquis, c'est qu'aujourd'hui, et de plus en plus, le système français va vers une approche compétence de la formation. Ce découpage des certifications en blocs de compétences va permettre également de faire reconnaître pour chaque individu ses capacités, ses savoir-faire, ses savoir-être, et c'est tout cela. Une compétence, ce n'est pas uniquement le fait d'avoir une expérience professionnelle, c'est aussi donc, tout ce qui est lié au non formel et à l'informel. On est donc véritablement, et sur ce point-là j'en terminerai, sur un principe de la reconnaissance des acquis qui peut être considéré comme une voie à part entière d'accès à la qualification, mais c'est également, et au-delà de cela, une reconnaissance des compétences de l'individu et de la place de l'individu dans la société. Puisque quand on reconnaît des compétences, quand on reconnaît l'acquisition de connaissances, on reconnaît quand même un côté social et on donne une valeur sociale, c'est une visibilité sociale de l'individu. Le deuxième point que je souhaitais aborder avec vous, en effet, puisqu'on est sur une table ronde sur l'internationalisation aussi et l'existentiel, simplement pour faire vous rapporter des conclusions d'un groupe de travail situé au niveau européen et que je positionnerai également sous le regard de pistes d'évolution. Alors non pas comme pistes d'évolution, mais comment aujourd'hui, quelles peuvent être vues comme ou perçues en tout cas comme les clés de la réussite de la validation des acquis, qu'ils soient de l'apprentissage ou de l'expérience. Ce groupe de travail, donc, qui est porté par la Commission européenne, qui travaille en particulier sur la validation des acquis non formels et informels, s'est réuni tout dernièrement, donc en janvier dernier, à Paris, dans le cadre de ce que l'on appelle les Peer Learning Activities, au sein des groupes de travail européens. Et différents États étaient présents. Ils ont donc partagé ces conclusions et ces recommandations que je vais évoquer maintenant avec vous et que je vais soumettre également à votre réflexion. Je répondrai à vos questions le cas échéant. Le premier élément qui a été souligné et qui a fait l'objet d'un accord commun, c'est que pour procéder et mettre en place un processus de validation des acquis, il faut identifier le bon candidat. Et en effet, parce que il a été mis en avant que la validation des acquis, c'est bien, mais elle ne s'adresse pas à toutes les personnes. Il faut, sous différents aspects, être certain d'une part que la personne soit motivée pour cela. Je vais reprendre le parallèle avec la patience parce que, outre la patience pour acquérir cette expérience, il y a aussi la patience du processus VAE en France. On sait que beaucoup de parcours sont entamés, mais beaucoup également, près de la moitié aujourd'hui, s'arrêtent et que parfois par démotivation de la personne. Donc il faut là véritablement être, je ne vais pas dire capable, mais en tout cas essayer de faire en sorte d'identifier le bon candidat, celui qui est prêt à aller jusqu'au bout et qui est en capacité d'amener une expérience qui va pouvoir être validée. Un deuxième point évoqué par ce groupe, c'est que la validation des acquis, comme les dispositifs de formation, et je fais le lien avec ce qui a été dit également en fin de matinée, eh bien, il n'est pas connu par tous. Il y a donc un vrai problème d'information et d'orientation pour faire connaître la validation des acquis et peut-être pour la promouvoir également, être capable surtout de donner les bonnes informations parce que si le premier facteur d'arrêt des parcours de validation des acquis est la démotivation, le second c'est en effet le manque d'information qui fait que soit par méconnaissance du dispositif, par méconnaissance des certifications, eh bien le processus va s'arrêter parce que la personne a présenté un dossier, mais en fait ça ne correspond pas du tout au processus de validation des acquis.
Donc il faut être bien vigilant là sur un premier niveau avant d'entrer même dans le processus de validation, sur le processus et les éléments d'information et d'orientation. Ce qui, là aussi, mais je ne ferai qu'évoquer, la question peut se poser également sur la compétence des conseillers en orientation et les conseillers en matière de VAE. Je referme la parenthèse. Le troisième point évoqué, la préconisation faite par ce groupe, c'est que, certes, il y a un individu qui va chercher à valider des acquis de l'expérience, des acquis de l'apprentissage, mais en fait, que ce soit en France ou dans un autre pays, la validation des acquis, c'est l'affaire de tous. Ça a été évoqué également ce matin. Il y a bien une question, j'ai entendu, de coopération. Je parlerai, moi, plutôt de coordination. Le problème n'est pas tant de mettre en place des personnes les unes avec les autres et de voir comment elles peuvent travailler ensemble, c'est comment travailler ensemble pour aboutir à cet objectif final de mettre en place un dispositif envers les bonnes personnes et surtout être en capacité d'apporter, ça sera là des éléments que j'évoquerai ultérieurement, mais d'apporter les bons financements au bon moment. Parce que, là encore, il y a énormément d'acteurs, que ce soit, sans aspect péjoratif, les opérationnels qui mettent en œuvre et qui accompagnent les individus, mais il y a également les politiques. J'ai entendu ce matin évoquer le Conseil régional, qui est un acteur incontournable dans le champ de la validation et de la promotion de la validation, mais également du soutien financier, également en matière de coordination, de formation et donc à plus fort thème de la validation des acquis. Quatrième point souligné par ce groupe de travail, c'est l'accompagnement. L'accompagnement est indispensable, et là j'entends bien l'accompagnement de la personne candidat à la VAE, parce que d'une part, ce n'est pas aussi simple que ça. Les dossiers sont d'une certaine complexité. D'autre part, quoi qu'en pensent certains, la validation des acquis, et là je vais reprendre moi aussi certains chiffres, dans les dernières données de la DARES, il apparaît que plus de 50% des candidats à la VAE visent en fait un diplôme de niveau 5, c'est-à-dire un niveau bas, et bien souvent on va retrouver des personnes sans qualification ou avec peu de qualification. On le comprend bien, là encore, comme je l'ai évoqué en début d'intervention, l'objectif est bien l'employabilité et le retour à l'emploi. Donc, il faut là conjuguer les motivations de la personne et les objectifs peut-être sous-entendus du retour à l'emploi. Mais tout ceci pour dire que dans un processus de validation des acquis, l'accompagnement est indispensable non seulement pour bien connaître le dispositif en tant que tel, pour connaître la procédure, mais également pour aider les individus à mettre en mots des compétences qu'ils n'arrivent pas à définir. C'est là un point essentiel également, c'est d'une part aider ces personnes à faire reconnaître qu'ils ont parfois des compétences alors qu'ils refusent à les exprimer. Et là, je reviens sur ce champ des compétences non formelles et informelles qui bien souvent ne sont pas reconnues comme telles par les individus. Donc, tout l'accompagnement porte également sur ce point, arriver à faire exprimer les choses, arriver à faire parler la personne et arriver à mettre des mots pour caractériser les compétences. Dernier point évoqué par ce groupe de travail et mis en avant, je l'ai évoqué rapidement, mais j'y reviens, c'est bien entendu la question du financement. C'est une question qui peut être terre à terre et qui dépasse le simple objectif de la réflexion, mais les financements pèsent lourdement dans justement le parcours, la poursuite du parcours jusqu'à l'objectif final, et puis surtout qui va financer. Ce n'est pas toujours à la portée de l'individu en tant que tel, mais on sait que notamment en France, il existe des possibilités de financement, et je fais là un parallèle avec une autre forme de VAE, c'est la VAE collective.
dont je n'ai pas entendu beaucoup parler à l'heure actuelle, mais en effet, des procédures de validation des acquis portées par des entreprises, avec là encore l'objectif de trouver un intérêt commun entre l'individu, sa représentation sociale, son maintien ou son entrée dans l'emploi et les besoins de l'entreprise, probablement dans le développement de son activité, mais également développement des compétences. Et je refais le lien ici entre validation des acquis, reconnaissance des compétences et exercice de celles-ci par l'individu. Donc tout ceci pour dire que il faut également jongler avec des financements. On a besoin de financements, qu'ils viennent de l'entreprise pour la VAE collective ou qu'ils viennent des pouvoirs publics tels que la région ou d'autres acteurs pour aider au développement et au maintien donc de la reconnaissance des acquis. Je m'en arrêterai là. Merci Régis.